Avec Chérif Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, plus de 200 personnes contaminées par une maladie jusque-là non identifiée. Elle se manifeste par une fièvre nocturne. Plus inquiétant, l'apparition soudaine de boutons sur toutes les parties du corps. Les patients sont pour la plupart des pêcheurs. Le retentissement psychosocial est considérable à Carreux-sur-Mer et autres villages de pêcheurs. La situation est alarmante, nous ferons le point. Réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda, des entreprises canadiennes auront la charge de la modernisation et de la réhabilitation de ce grand réseau ferroviaire. Des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Canada. Les détails dans cette édition. Recrudescence de l'immigration clandestine, le collectif 480 organise une marche pacifique samedi prochain. Une marche pour s'insurger contre le mutisme des autorités suite à la disparition en mer de plusieurs jeunes Sénégalais. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. On en oublierait presque le coronavirus car une autre maladie crée la psychose. Cette pathologie jusque-là non identifiée se manifeste par une apparition soudaine de boutons sur la peau. Au-delà de ces symptômes cutanés, les malades évoquent aussi une fièvre nocturne. Plus de 200 patients, dont des mineurs, sont recensés au poste de santé de Carreux-sur-Mer, pratiquement tous des pêcheurs qui ont été en mer dernièrement, ce qui a entraîné un fort retentissement psychosocial dans cette cité de pêcheurs. La contagiosité n'est pas encore établie, mais la situation, vous allez le voir, est très tendue au poste de santé de Carreux-sur-Mer. Après la visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale hier, le gouverneur de Dakar était sur les lieux ce matin. Vu le flux de malades, un autre site de logement sera rapidement attribué afin de veiller sur l'évolution de cette maladie. Attention, ces images peuvent choquer. Modou Diop et Habib Faye. C'est l'inquiétude totale à Carreux-sur-Mer. Les pêcheurs souffrent d'une maladie inconnue. L'apparition de boutons sur leur peau est visible. Au secours, le cri de cœur. Franchement, nous ignorons ce qui nous arrive. Personne ne peut vous dire c'est quoi. D'aucuns disent que ce sont des bateaux, d'autres disent que c'est l'eau de la mer. Nous ignorons complètement ce qui se passe. Ils disent du n'importe quoi, mais ce qu'ils doivent faire, c'est d'honorer les pêcheurs. Parce que là, nous sommes très fatigués. Tout mon corps me fait mal. C'est très dur même. Nous avons remarqué cette maladie de retour à la pêche. Le gouverneur de Dakar est venu rendre visite les patients pour s'enquérir de leur situation. Un site de logement leur sera attribué pour veiller sur l'évolution de la maladie. Un prélèvement va aussi être effectué à la plage pour connaître l'origine du mal. Les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé, de la mer, là où ils semblent avoir attrapé cette maladie, donc ce mal. Et ils ont donné des indications claires. Un comité de crise a été institué pour suivre de près cette affaire-là. Et au sein de ce comité de crise, il y a un comité technique constitué du personnel médical. Jusqu'à présent, la situation est tendue au poste de santé de Carreux-sur-Mer. Le nombre de patients ne cesse de grimper. Les populations sont dans le désarroi total. L'origine de la maladie est toujours inconnue. Les autorités scientifiques sont en train d'analyser les données afin de savoir d'où provient ce mal. Retenez, actuellement, plus de 200 patients sont entre les mains des médecins.
Merci Habib. Une marche silencieuse en mémoire des jeunes Sénégalais disparus en mer. L'initiative est du collectif 480 qui regroupe plusieurs organisations. Une marche pacifique pour s'insurger contre le mutisme des autorités suite à la disparition en mer de ces jeunes Sénégalais, selon Aïda Niang, membre du collectif interrogé par Fatima Touré et Younous Diatta. Malheureusement, des centaines de nos concitoyens qui les empruntent finissent dans les entrailles de l'Atlantique. Nous sommes assaillis par des images bouleversantes et traumatisantes qui nous interpellent tous. Malgré tout cela, nos autorités et les autres segments de notre société ne prennent pas la juste mesure de ce drame et continuent leurs activités comme si ce spectacle insoutenable relevait de l'anecdote ou du fait divers. Face à cette situation, nous avons jugé qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'attirer l'attention des décideurs publics et des populations quant à la nécessité de trouver des solutions idoines à cette équation macabre. Ainsi, après plusieurs échanges avec des personnes et associations, nous avons pris la résolution d'organiser une marche sous la forme d'une procession silencieuse allant de la place de la Nation au rond-point de la RTS, pour nous incliner devant la mémoire des défunts et témoigner notre compassion à leurs familles et proches, sans oublier de marteler la gravité de l'heure et l'urgence dans une analyse approfondie du mal et la nécessité de lui trouver un remède à travers des mesures fortes et efficaces. Et pour fixer les jeunes au pays, l'État doit revoir sa politique de promotion de l'emploi selon Amnesty, section Sénégal. L'organisation a organisé un atelier de formation et de sensibilisation sur le phénomène de l'émigration clandestine à Niodior dans les îles. Cette zone, vous le savez, récemment, des dizaines de candidats ont été arrêtés. Voyons tout cela avec Aminata Goudabi et Abdou Karim Bey. Niodior, un arrondissement du département de Foundiougne composé par des communes insulaires. Ces derniers temps, il est devenu le point de départ privilégié des candidats à l'immigration irrégulière. En peu de temps, près de 200 parmi eux ont été arrêtés dans cette zone. Nous avons enregistré 190 candidats en collaboration avec les forces de sécurité et aussi l'AMP, la gendarmerie, le service des eaux et forêts, aussi les chefs de village. Ici, nous avons 18 villages insulaires. Donc, partout, on peut prendre des parts. Sensible à la recrudescence de l'immigration clandestine, Amnesty International Sénégal a initié à Dionewar un atelier de formation de 2 jours. L'objectif était de sensibiliser les jeunes pêcheurs et les mouvements associatifs de l'arrondissement contre cette forme d'immigration. Des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui par milliers perdent la vie dans les océans pour le majeur de droits humains. Et ce qui cette année, nous avons estimé qu'il faut venir dans les zones de départ. Important aussi de venir sensibiliser à ce niveau. Cet atelier, c'est surtout une occasion d'échange entre les autorités étatiques, les autorités municipales. Ce sont des îles qui ont été des points de départ. Si on sensibilise les communautés ici, elles peuvent, en collaboration avec les forces de sécurité, avec les autorités, dissuader beaucoup de jeunes de partir, de risquer leur vie. L'organisation reconnaît que beaucoup de structures ont été mises en place par l'État pour la promotion de l'emploi des jeunes. Sauf que ces jeunes continuent à déplorer un taux de chômage élevé au Sénégal. Un changement de démarche s'impose donc à l'État pour mieux répondre aux aspirations de ces milliers de jeunes tentés de plus en plus par l'immigration clandestine. Je pense qu'il faut revoir toutes ces politiques, tous ces mécanismes mis en place. Il faut le revoir. Est-ce qu'on a eu des forats avec des jeunes dans les différentes localités du pays, dans les différentes régions du pays, recueillir leurs besoins, leurs aspirations avant d'élaborer ces politiques? Généralement, cela ne se fait pas. Donc, il est important aujourd'hui, si on veut trouver un remède à l'immigration clandestine, de s'adresser aux jeunes, de parler avec les jeunes, de comprendre leurs aspirations les plus profondes. Et dans cette commune de Dionewar, justement, 2 jeunes de même parents ont récemment perdu la vie en tentant de rallier l'Europe par des pirogues. Le maire de la commune invite les autorités à investir davantage dans ces îles qui, selon lui, sont souvent oubliées. Merci Aminata. L'autre grand titre de cette édition, c'est la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba qui sera réalisé par des entreprises canadiennes. La délégation canadienne dirigée par l'ex-secrétaire général de la francophonie, Michael Jean, était en visite à Thiès, à Dakar-Bamako ferroviaire. Selon elle, le Sénégal va bénéficier de l'expertise canadienne. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans une coopération forte entre les 2 pays. Cher Ante Diop, c'est la tire.
Les membres de la délégation, y compris Mme Michaëlle Jean, la représentante du gouvernement canadien, Mayacine Camara, secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire, ont présenté des projets novateurs pour la relance du chemin de fer. Très importante nouvelle, celle d'une coopération qui se veut forte dans un partenariat public-privé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sénégal pour la modernisation, la réhabilitation du grand réseau ferroviaire au Sénégal, de Dakar à Tambacounda. Et avec une projection, en temps et lieu, de pousser encore plus loin. Et c'est un grand projet pour l'Afrique, je tiens à le dire. Avec ce partenariat entre deux grandes entreprises qui sont chefs de file en matière de construction d'infrastructures, je pense à Suma Aecon, AECON, qui est chef de file au Canada dans le domaine de la construction d'infrastructures, mais majeures, des grands chantiers. Selon Mayacine Camara, secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire, 100% des investissements sont réalisés par des privés. Les entreprises privées qui vont arriver devraient pouvoir s'en sortir, sans pour autant aussi que l'économie sénégalaise ou bien le budget ou l'État du Sénégal aussi se trouve lésé. D'ici à 2022, les premiers trains vont circuler, rassure Michaëlle Jean. Elle est tout à fait satisfaite de voir les drapeaux du Canada sur les wagons et des insignes de Via Rail Canada sur les blouses des cheminots. Merci Charanta. Ambiance électrique à la zone industrielle de Mbao à Dakar. Des ex-agents de l'usine Senta ont vigoureusement contesté leur licenciement devant l'usine, les locaux de l'entreprise. La direction de l'usine explique que ces remerciements par des motifs économiques. Les ex-agents comptent porter l'affaire devant la justice. Abdou Niabali est leur porte-parole avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. 45 personnes licenciées. Quel motif motif économique. On a été licencié le 29 dernier et jusqu'à nos jours, on n'a pas reçu nos droits. Vous nous dites c'est quelle société? Senta SA, Sénégal Tannerie. On parle de problèmes financiers, comme quoi qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer nos droits. C'est un licenciement abusif. Parce qu'il y a parmi les licenciés, il y a des agents de maîtrise, il y a des travailleurs qui ont fait 23 ans, 22 ans, 20 ans, 22 ans, et donc tout simplement ils n'ont pas respecté la critère. Nous sommes tous des contrats CDI. On a rencontré à 3 reprises avec la direction concernant nos droits, mais toujours la direction a dit qu'ils n'ont pas de l'argent pour nous payer nos droits. La dernière rencontre, ils ont dit qu'ils vont nous payer par mensualité et dirait 4 mois. Et donc les travailleurs ne sont pas d'accord sur ça. Parce que quand on licencie une personne, vous devez savoir qu'on doit le payer son droit. Et c'est ça que la loi a prévu. Quand on licencie une personne, tu devais le payer le même jour. Mais ils n'ont pas respecté. Comment booster l'entrepreneuriat? C'est les jeunes Sénégalais dans la région de Kaolack, par exemple. Malgré ses ressources naturelles, les jeunes Kaolackois n'en profitent pas vraiment pour entreprendre. La semaine de l'entrepreneuriat a été célébrée à l'Alliance française, une occasion pour stimuler l'esprit d'entreprendre des jeunes Kaolackois. Voyons tout cela avec Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Des jeunes en quête d'emploi frappant à toutes les portes, l'environnement des affaires au Sénégal est-il favorable à l'entrepreneuriat pour une insertion socio-professionnelle? En tout cas, à Kaolack, ce n'est pas de la matière qui manque pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'est ce qu'estime Ibrahima Faye, responsable de la commission entrepreneuriat de la plateforme pour l'émergence de Kaolack. Kaolack regorge de ressources naturelles, de ressources humaines, sociales et aussi politiques. Donc pourquoi pas entreprendre? Il y a des secteurs comme le sel, il y a des secteurs comme la transformation du céréal, il y a des secteurs comme la transformation de jus locaux qui sont des secteurs propices à l'entrepreneuriat dans la région. Seulement au niveau de la jeunesse, particulièrement à Kaolack, la culture de l'entrepreneuriat n'est toujours pas une réalité. L'entrepreneuriat à Kaolack, elle est dynamique, mais elle est dynamique surtout du côté des femmes et à travers les GIE de transformation, à travers aussi d'autres activités. Mais par contre, les jeunes sont beaucoup moins dynamiques dans ce sens. Les jeunes sont surtout dans d'autres secteurs comme la conduite de Jakarta
Mais Kaolack regorge d'opportunités et il incombe maintenant aux acteurs de la région, aux acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, de pouvoir permettre à ces jeunes-là d'avoir une idée, d'abord des opportunités entrepreneuriales, mais aussi des institutions et des structures qui sont là pour les accompagner et surtout d'un accompagnement de manière globale pour pouvoir maintenant entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat. La semaine de l'entrepreneuriat pourra ainsi donc permettre de sensibiliser des centaines de jeunes sur les opportunités qu'offre la région et de les inciter à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Merci Brema. Et puis retour à Dakar, vous le savez, la foire internationale de Dakar n'aura pas lieu cette année. Elle est reportée au mois de mars 2021. C'est une des innombrables conséquences de la pandémie actuelle. Par ailleurs, le nouveau DG du CICES s'est inquiété de l'état financier du centre, mais aussi du délabrement des lieux. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Younous Diatta. Un silence de cathédrale à l'intérieur de ces pavillons qui seront fermés jusqu'au mois de mars prochain. À cause de la pandémie Covid-19, pas d'événement au Centre international de commerce extérieur du Sénégal. La FIDAK n'aura pas lieu cette fin d'année. Pour la 29e édition de la foire internationale de Dakar, les pays africains les moins touchés par la pandémie seront sur la première ligne. On ne peut pas organiser FIDAK présentement. C'est le mois de décembre. Mais on va décaler au mois de mars. Donc pour l'édition, 29e édition, nous allons tenir la FIDAK du 25 mars au 8 avril. On va faire focus sur les pays d'Afrique parce que la Covid a fait moins de dégâts en Afrique. Au CICES, la vétusté des infrastructures est palpable. Pour le directeur général, la gestion du foncier est malsaine, ce qui nécessite une rénovation du centre avec à la clé l'arrêt immédiat de la vente de parcelles à usage d'habitation à l'intérieur de l'institution publique. On met des lotissements ici, demain le CICES va disparaître, vous allez vous retrouver comme des chômeurs. Vos familles ne vont plus manger. Je dis, personne ne va toucher des parcelles ici. Il faut en faire à la une. Le chef de l'État, Macky Sall, a dit que personne ne touche un seul mètre carré à usage d'habitation. Évoquant la situation financière délicate que connaît le CICES, Salihou Keïta digère mal le fait qu'ils n'ont pas reçu d'accompagnement financier dans le cadre du fonds Covid-19. Depuis mars, on a organisé une seule activité. Il n'y en a pas. Et pourtant, le CICES n'a pas reçu un seul franc du fonds Covid. Un CICES nouveau, érigé en vrai centre d'attraction du commerce international, c'est l'ambition que s'est fixée son directeur général. Une nouvelle stratégie qui compte s'appuyer sur la diversité des activités et sur la promotion de la production locale. Alors maintenant, dans le nord du Sénégal, en tournée de sensibilisation, le médiateur financier des structures d'assurance appelle les agriculteurs à souscrire à une assurance pour parer à toute calamité. Afin de viabiliser la filière agricole, des rencontres ont eu lieu en présence de tous les acteurs dans la zone. Ali Bandoniang. Les inondations, les déficits pluviométriques, les invasions aviaires et acridiennes, les feux de brousse ou encore les pluies hors saison, la liste est bien plus longue. Ce sont là de nombreuses calamités naturelles auxquelles font face les acteurs du monde rural. Et quelle que soit l'ampleur du sinistre, les agriculteurs n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Aujourd'hui, à travers une nouvelle démarche, les pouvoirs publics décident de faire de l'assurance agricole une exigence de l'heure. Jusqu'à présent, il arrive souvent des calamités, et il y en a beaucoup, parce qu'on vous suit. Et quand ça arrive, souvent on se tourne vers l'État pour lui demander d'effacer les dettes paysannes, pour lui demander de l'aide et des subventions de manière générale. Alors que l'État, bon, c'est vrai que peut faire ce genre de choses, mais l'État a aussi d'autres priorités. L'assurance devrait permettre de suppléer l'État pour permettre non seulement la résilience des agriculteurs, faire de sorte que s'il y a une calamité, au lieu de se tourner vers l'État, c'est l'assurance qui va suppléer l'État et payer une prime qui leur permettra de continuer leur exploitation, que ce soit, ou leur activité, que ce soit de l'élevage, de la pêche ou des activités de culture, hein, ou de la foresterie. Et ça, l'intérêt, c'est de les rendre résilients. On a vu avec le Covid qu'il fallait compter sur nos propres forces, mais ensuite de relancer l'économie, de relancer donc leur activité. C'est ça qui justifie que les produits d'assurance qui sont offerts par la CNAS vont permettre non seulement, s'ils avaient fait
un prêt bancaire, de rembourser le prêt, mais ensuite qu'il leur reste quelque chose pour leur permettre de continuer leur exploitation ou leur activité. Une nouvelle démarche approuvée par l'ensemble des paysans et des éleveurs qui veulent aujourd'hui plus d'assurance pour viabiliser leurs différentes activités. Après cette rencontre d'échange et de partage, le dispositif régional a été mis en place pour accueillir les premiers souscripteurs. Et aller souscrire à une assurance n'est pas également un réflexe chez les commerçants et pourtant un projet d'assurance des marchés publics existe depuis des années. Et devant ces incendies à répétition dans les marchés du Sénégal, il faut dire malheureusement que rares sont les lieux de commerce où les normes de sécurité sont respectées. Les branchements anarchiques sont légion. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Gervais Yao. C'est un nouveau marché appelé marché champ des courses. Ici sont recasés des commerçants de Sandaga, un joyau qui malheureusement ne respecte aucune norme de sécurité, tellement le marché est exigu. Ce marché ne respecte pas les normes de sécurité, vu sa configuration. En cas de catastrophe, nous ne le souhaitons pas. Il se peut que cela cause beaucoup de dégâts avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Aucune norme de sécurité n'a été respectée dans ce marché, à part l'électricité. Au Sénégal, les commerçants, surtout ceux qui sont dans les marchés publics, n'ont pas cette culture de souscrire à une assurance en cas de catastrophe. Ceux qui prennent les garanties d'assurance en général parmi ces commerçants, ce sont les commerçants des centres commerciaux modernes, type moderne. Mais dans les grands marchés publics en général, c'est rare de voir des commerçants souscrire à des assurances incendie. Pourtant, un projet d'assurance des marchés publics a été mis en place par les assureurs depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y en a qui pensent que le risque est tellement élevé que les assureurs ne veulent pas le prendre en charge, mais c'est une erreur. Les assureurs, depuis plus de 15 ans, ont réfléchi pour une police très adaptée au marché public. Mais assurer les commerçants dans les marchés publics requiert un certain nombre de conditions. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre en charge en l'état. Aujourd'hui, si les assureurs doivent le prendre en charge, il y a des conditions d'exploitation minimales qu'il faudrait imposer au niveau de ces marchés publics. Créer des allées, de bonnes installations électriques, et ça, ce sont des vérifications que les assureurs vont assurer régulièrement. Quelle que soit la situation, pour les assureurs, c'est l'État d'imposer à ses commerçants une assurance pour leur sécurité. Merci Fat Bintou, et dans tous les cas, ces incendies à répétition inquiètent beaucoup et le dernier en date est celui du marché Ocas de Touba. Le maire de Fan.e, lui, Amitié, recuse toute accusation portée sur les collectivités locales. Pour Palassemble, ce sont les commerçants qui doivent prendre leurs responsabilités. On doit prendre ses responsabilités parce que tout simplement, les commerçants font des branchements clandestins. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe dans ces marchés. Au moment où il y a coupe-circuit, tout le marché prend feu. Donc je pense qu'il faut qu'on règle ce problème, que les commerçants puissent avoir des abonnements Sénélec, avoir leur compteur, comme ça il n'y aura plus de problème. Mais tant qu'il y a les branchements clandestins là, bonjour les dégâts. Les collectivités locales ne sont pas du tout. Heureusement que nous, dans notre commune, nous ne sommes pas concernés, mais je peux parler au nom des autres maires. Ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Je pense que là, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, puisque la Sénélec ne dépend pas des collectivités locales. La Sénélec dépend de l'État. Donc c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à ces branchements clandestins. Le maire Palassemble s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves de sa commune. Loi générale d'accès à l'information au Sénégal. Les autorités veulent accélérer le processus d'adaptation. L'objectif est d'abord de mettre à profit tous les acteurs concernés et ensuite finaliser cette loi pour son adoption effective. Une nouvelle disposition saluée par le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse et l'Institut Panos qui salue également la mesure en espérant voir rapidement son adoption. Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Le ministère de la Justice en charge de cette question veut accélérer le processus. Comment faire pour que la loi générale d'accès à l'information soit effective? Ce projet est d'autant plus nécessaire qu'au-delà des journalistes, il va permettre aux citoyens d'accéder aux informations publiques.
On parle de transparence, on parle de bonne gouvernance. Rien que pour renforcer la citoyenneté au Sénégal, il faut que les citoyens puissent avoir accès aux informations. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce n'est pas pour la presse. L'accès à l'information, c'est pour le citoyen. Oui, le journaliste en bénéficie, mais c'est pour le citoyen. Les organisations de la presse et leurs partenaires sont conscients de l'importance de l'accès à l'information, surtout pour les citoyens. Disons qu'il n'y avait pas de volonté politique manifeste pour qu'on puisse aboutir à l'adoption de la loi, parce que l'initiative est là depuis plus d'une dizaine d'années. Maintenant, les acteurs se sont mobilisés pour qu'on arrive à l'adoption de cette loi. Et on voit que le ministère de la Justice qui porte l'initiative aussi s'est engagé à relancer le processus. Il s'agit pour ces organisations de porter le plaidoyer pour inciter à finaliser cette loi pour son adoption définitive. Il s'agit simplement d'une volonté politique. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir toute une architecture juridique pour renforcer la démocratie. De manière générale, l'administration, veut garder le secret de l'information. Panos a décidé d'organiser un colloque régional sur l'accès à l'information. Bon, focus sur les femmes certes, mais on va parler du processus qui est mis en œuvre au Sénégal depuis plus d'une dizaine d'années et les initiatives qui ont réussi dans les autres pays pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et faire des recommandations aux États. L'accès à l'information est un droit fondamental reconnu par la Constitution du Sénégal. Les citoyens ont besoin d'abord d'accès à des informations publiques pour consolider leur opinion. Il s'y ajoute le contrôle citoyen et la réduction des comptes. Merci Ibou. Et puis ils ont le blues, les producteurs de riz du village de Souloul à Saint-Louis, ils ont tourné le dos à leurs champs ravagés par des insectes. Ils ont boudé donc les champs, ils ont décidé de ne plus cultiver un seul hectare de riz si l'État ne prend pas en charge cette question. Dans ce village, 341 hectares ont été emblavés, mais les producteurs n'ont pas récolté une seule graine de riz. Un phénomène qu'ils avaient rencontré, souvenez-vous, en 1979. Voici leur porte-parole, Abdou Diop, avec notre équipe à Saint-Louis. On n'a aucun grain à récolter parce qu'il y a un désastre qui est venu en notre champ. Bon, on a vu les souris et des insectes qui ont ravagé toute notre production. Et actuellement, vraiment, on n'a rien dans les greniers parce qu'on n'a pas récolté de riz. Notre seul souci et notre seul problème actuellement est que nous sommes endettés vraiment. On ne peut plus payer les dettes et que le village de Souloul aujourd'hui risque la famine, risque aussi la pauvreté vraiment parce que rien à manger, rien à récolter vraiment. Si on avait produit plus de 340 hectares, mais malheureusement on n'a récolté aucun hectare. Tout est gâté par les rats et les insectes. Actuellement, même la nourriture, c'est tout un problème. Parce que ici, notre seule source de revenus, c'est les champs. Comme vous le voyez ici, notre source de revenus, c'est les champs, c'est l'agriculture. Actuellement, on peut vous garantir que notre source de revenus est bloquée parce qu'il ne nous reste plus rien. Et puis restons dans le nord, zoom sur la culture de la pastèque autour du lac de Guiers avec un potentiel agricole de 100 000 hectares. Malheureusement, seuls 20 000 sont exploités. Présentement, la culture de la pastèque fait partie des priorités des paysans qui, en 3 ans, passent de 600 hectares à 3 000 de terres cultivées cette année. Ousseynou Diop, Abibsek. Malgré les efforts de l'État et de ses partenaires dans la construction de forages, mais l'accès à l'eau potable est l'un des facteurs qui empêchent des populations à dormir. C'est le cas dans plusieurs localités du monde rural où il y a une forte démographie et un important cheptel. Avec ses potentialités agricoles énormes, le lac de Guiers peut contribuer à l'économie nationale avec la culture de la pastèque. Sur 100 000 hectares de terres disponibles, seuls 20 000 sont exploités par tous les producteurs de la commune. Cette année, les producteurs de pastèques ont emblavé 3 000 hectares de terre. Aujourd'hui, la culture de ce fruit permet à 12 000 personnes autour du lac de Guiers de travailler pendant 6 mois. 3 000 hectares, nous avons cultivé cette année 3 000 hectares, alors qu'il y a 3 ans, on était à 600. Donc c'est une culture à ne pas négliger. Aujourd'hui, plus de 12 000 personnes travaillent dans les champs, sans compter la période des récoltes. Ces producteurs prêtent aussi pour l'installation d'unités de transformation dans la commune de Nick.
Après la récolte des milliers de tonnes invendues pourries dans nos champs, alors c'est le moment d'appeler nos autorités à prendre en charge nos doléances. Nous voulons des unités de transformation de la pastèque. Il reste toujours autour du lac de Guiers 80 000 hectares de terre prêts à être cultivés. Les paysans de la commune invitent l'État du Sénégal à les accompagner. Nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas de financement. Nous travaillons avec nos propres moyens. Grâce à ça, les agriculteurs commencent à gagner de l'argent avec les cultures d'hivernage. Ce que vous voyez là, c'est le pluvial en fait. Donc la SED est en train d'œuvrer pour un peu amener l'eau dans les coins les plus reculés au niveau du lac de Guiers pour que les populations puissent exploiter en saison hivernale et en saison sèche, chaude ou froide. Pour développer l'économie dans la commune de Nick, les producteurs de pastèques invitent l'État sénégalais à libérer les terres accaparées par de gros bras dans cette zone. Si Ousseynou, et puis un mot de sport, l'ailier sénégalais Lamine Diané, candidat à la draft NBA 2020 cette nuit. Et puis Kepa, le gardien de but poussé sur le banc de Chelsea par l'international Edouard Mendy, demande à partir. Et puis Teungueth FC qui envoie une mission de prospection en Gambie en perspective du match aller des éliminatoires de la Ligue des Champions au menu du round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. À 10 jours de sa première en Coupe d'Afrique, Teungueth FC est plein dans les préparatifs. Pour ne pas rater ces débuts qui vont se passer à l'extérieur, précisément en Gambie, le champion du Sénégal a envoyé une mission de prospection à Bakau, lieu de la rencontre, face à Gambia EF. Le secrétaire général et un membre du staff technique sont en territoire gambien pour avoir une idée sur l'hébergement et la qualité de la pelouse du stade de Bakau. La marche en l'air de cette confrontation en phase préliminaire de la Ligue des Champions est prévue le 29 novembre prochain à 16h. Pendant ce temps, Nyari Tally retrouve son Messi. Abdoulaye Ba, surnommé Laye Messi par les supporters de ce club de la Ligue 1, est de retour après 4 années, dont 3 saisons au Jaraaf. Le milieu offensif s'est engagé avec les Galactiques pour une saison, un exercice qui va démarrer le 29 janvier 2021. En attendant, la fenêtre de novembre des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun a occasionné les qualifications de 4 pays à l'issue des 3e et 4e journées. Le Sénégal, auteur d'un parcours sans faute, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, est toujours invaincu dans son groupe, tout comme le Mali, victorieux en Namibie, et la Tunisie, tenue en échec en Tanzanie. Les 2 dernières journées prévues au mois de mars 2021 vont permettre de connaître les 19 autres sélections qualifiées pour Cameroun 2022. Edouard Mendy, un des piliers de l'équipe nationale du Sénégal en état de grâce ces derniers temps, fait un malheureux dans son club Chelsea. Selon le quotidien anglais Sun, l'Espagnol Kepa, poussé sur le banc, a émis le souhait de partir au prochain mercato d'hiver. Kepa, arrivé à Chelsea en 2018 contre un chèque de 80 millions d'euros, compte trouver un point de chute pour gagner du temps de jeu en perspective de l'Euro 2021. En basketball, la draft 2020, la sélection des nouveaux entrants en NBA, se déroule dans cette nuit de mercredi à jeudi. L'ailier Lamine Diané, 23 ans, et l'arrière Karim Mané, 20 ans, un Canadien d'origine sénégalaise, sont en liste dans cette sélection. Les Américains Antoine Edwards, James Wiseman et Lamelo Ball sont bien partis pour truster les 3 premières places. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré, et le faux imam Céline Nourouba. Vous recevez monsieur Abdoulaye Ao, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop.